Philippe Charlier. Je suis médecin légiste, anthropologue et historien. À travers des lieux magiques et des rites vivants, je vous emmène à la découverte des grands mythes de l'humanité. C'est dans les nécropoles, ces véritables cités dédiées aux morts, que l'on a retrouvé une profusion de témoignages étrusques. Des statuettes, des céramiques décorées, des objets du quotidien qui accompagnaient les défunts dans leur dernier voyage. Le sarcophage des époux, maintenant conservé au musée du Louvre, dit plus encore. On y voit une tendre complicité entre mari et femme qui perdure après la mort dans ce banquet funéraire. Le réalisme des visages interpelle. Qui étaient les Étrusques? D'où venaient-ils? Quelles étaient leurs croyances? C'est au nord de Rome, dans les nécropoles de Cerveteri et de Tarquinia, que je vais tenter de mieux comprendre cette civilisation apparue 900 ans avant Jésus-Christ, à la toute fin de l'âge du bronze. Bonjour Philippe. Vincenzo Bellelli est archéologue et chercheur à Rome. Il travaille sur le site de Cerveteri depuis des années. Alors, commençons à visiter la ville. La route antique entre Cerveteri et la nécropole de Banditaccia est creusée dans le tuf, un agglomérat tendre de cendres volcaniques. Cette route est complètement bordée par des tombeaux. Oui. C'est vraiment une sorte de vallée lugubre. Elle a un nom particulier? Oui, elle s'appelle le chemin des enfers. Le chemin des enfers. Exactement. La rue des morts. Ce qui frappe dans la nécropole, ce sont les tombes monumentales, surmontées d'un tumulus. Ce cimetière antique est littéralement organisé en ville des morts. Les sépultures se répartissent en quartiers, en places, rues, et constituent un unique témoignage d'urbanisme étrusque. La nécropole de Cerveteri est immense. Est-ce que ça correspond aussi à une grande ville? Oui, Cerveteri a sans doute été une des plus grandes métropoles de la Méditerranée antique. Une des villes les plus importantes d'Italie entre le 7e et le 5e siècle avant Jésus-Christ. Peut-être même plus importante que Rome à l'époque des rois. En effet, nous savons que les sources littéraires nous parlent de Rome qui craint et respecte la grande cité de Cerveteri. Donc une mégalopole, carrément. Oui, une mégalopole au sens antique du terme, c'est-à-dire une ville très étendue d'environ 160 hectares et une population qui peut avoir atteint 25 000 habitants entre le 7e et le 5e siècle avant Jésus-Christ. Il y a un siècle, on pensait que le nombre d'habitants pouvait atteindre 80 000. Mais ça, c'était au début des recherches. On rentre dans la maison des morts. Exactement. C'est vraiment comme une petite maison. Il y a la cour, les colonnes, le plafond. Il y a même des fenêtres et des portes. La dernière demeure de cette famille étrusque est semblable à celle habitée de son vivant. L'architecture, la décoration, l'organisation de l'espace sont liés à la place de chacun des membres de la famille. Là, on peut voir la forme des oreilles, puis les pieds en relief du lit mortuaire. C'était là qu'on déposait les dépouilles avec les vases du trousseau funéraire. Donc le corps était allongé ici? Exactement. La tête sur l'oreiller? Oui, le corps était disposé toujours sur le dos et les vases étaient au pied du défunt et par terre. Et là, en fonction de la longueur, on peut savoir si c'est un enfant, un adulte? Oui, souvent il s'agit d'individus qui n'ont pas atteint l'âge adulte, c'est-à-dire des jeunes. Mais les dimensions du lit ne correspondent pas toujours aux dimensions du cadavre, car il pouvait être réutilisé pour regrouper les os des morts qui étaient alors déplacés. Et le corps, justement, quand il est déposé sur ces lits funèbres, il est dans quel état? Il est frais? Il a été embaumé? Non. Le corps est simplement enveloppé dans un suaire après avoir été enduit d'huile parfumée. Et ça veut dire que quand on réouvre la maison du mort pour déposer un nouveau cadavre, ça sent horriblement mauvais. Ah oui, exactement. Le problème devait exister. Et c'est pour cela qu'on retrouve tant de fioles avec du parfum dans les tombes. Alors par exemple,
Le mort qui a été déposé sur cette banquette, c'était il y a 1 an à peu près. On veut réutiliser cette banquette, on prend tout le squelette, on fait un petit fagot qu'on met au pied ou par terre et on dépose un nouveau cadavre. Oui, et cela pouvait arriver plusieurs fois. Une tombe comme celle-ci, qui remonte au VIe siècle avant Jésus-Christ, pouvait accueillir jusqu'à 10, 15, voire 20 morts sur 2 ou 3 générations. C'est ça ce que nous dit la tombe? Qu'est-ce qu'elle nous raconte comme histoire sur le clan ou sur la famille? C'est en effet la principale caractéristique des nécropoles étrusques. Ce ne sont pas des tombes individuelles, mais des tombes de famille. Les tombes des Grecs, par exemple, à part dans les zones périphériques, sont souvent des tombes individuelles. Ici, le concept, c'est qu'au centre, il y a le clan, la famille aristocratique avec son pouvoir, sa richesse et aussi sa lignée. À 50 km plus au nord, l'actuelle Tarquinia tire son nom de la grande cité étrusque de Tarquina. De la ville antique, il ne reste que quelques murs et des tombes souterraines. La nécropole a justement livré une multitude d'objets et de fresques, conservés maintenant au Palazzo Vitelleschi. Sur ces couvercles de sarcophages, on peut voir comment on présentait les défunts étrusques. En effet, il s'agit d'une représentation qu'on peut aussi voir dans les tombes peintes, où on célèbre le défunt par le biais d'un banquet. Ça marque le passage de la vie terrestre à l'au-delà. C'est donc une autre dimension, l'attente d'une vie après la mort. Donc grâce à ces couvercles de sarcophages étrusques, on arrive à reconstituer le rituel funéraire. Exactement. Certains des défunts sculptés sur leur sarcophage sont obèses. Dans cette position de banqueteur, le pouvoir et l'opulence de cette élite étrusque ne font aucun doute. Sur les flancs, des bas-reliefs mettent en scène une divinité menaçante. Kharoun, le dieu aux oreilles pointues, au nez crochu, parfois affublé d'une paire d'ailes, tient dans sa main un maillet. Pourtant, il ne punissait pas, il guidait simplement les âmes des morts. Sa figuration violente conjure le mauvais sort et détourne des influences maléfiques. Les fresques qui recouvrent les tombes de Tarquinia racontent ces pratiques spirituelles des Étrusques. Enrico, on est dans une tombe étrusque et pourtant on a l'impression d'être entouré par des Étrusques vivants. Ils sont en train de jouer de la flûte, de danser, et là il y a un banquet ici. Cette fête funéraire se passe au milieu des arbres et aussi avec de nombreux oiseaux. Cette utilisation des oiseaux et cette figuration, est-ce qu'elle est aussi symbolique? Oui, c'est ça. Nous savons que les Étrusques avaient diverses manières de consulter et d'interpréter les signes célestes. En particulier, le vol des oiseaux. Consulter un foie, généralement celui d'un animal, qu'on ouvrait, était une autre manière d'interpréter les signes divins. Et en fonction de la manière dont il était partagé et dont il se présentait, les prêtres pouvaient interpréter ces signes comme négatifs ou positifs. C'est du bon sens. On regarde si l'organe est sain ou pathologique. Autrement dit, si l'eau, l'environnement, l'air, toute l'alimentation de cet endroit-là sera bénéfique autant pour l'animal déjà présent que pour les humains qui vont y créer une ville. Je trouve que les Étrusques ont vraiment du bon sens. Oui, on pourrait dire ça. Effectivement, les Étrusques portent une grande attention aux manifestations de la nature qu'on interprète en lien avec la manifestation du divin. Pour les Étrusques, en fait, la nature est une manifestation du divin. Les ex-voto anatomiques témoignent des pratiques religieuses tenant aux guérisons divines de maladies humaines. Donc là, c'est le donateur. On retrouve un genou, hein, c'est le début d'une jambe. Il a donné à la maladie, à la divinité. Et on voit bien des figurations de visages, des bébés, des seins aussi, des utérus, des phallus. Par exemple, déposer un sein, c'était parce qu'on pouvait vouloir un enfant, parce qu'on avait du mal à avoir du lait pour le nourrir, ou qu'on avait un cancer ou une inflammation. Et pareil pour les utérus.
En fait, ça a l'air complètement bizarre, ces organes. On a l'impression de voir un réseau, 9 cases à l'intérieur, et puis des sortes de petites boules qui sont au niveau du col. Ça, c'est une figuration de l'imaginaire étrusque de l'intérieur du corps féminin. En fonction de l'endroit où le sperme va tomber, à gauche, à droite ou au milieu dans l'utérus, eh bien, on aura un enfant masculin, féminin, et si c'est au milieu, ça sera un hermaphrodite. Monumental, un lieu sacré où se pratiquaient des sacrifices d'animaux et des offrandes pour honorer et obtenir les bonnes grâces d'une déesse de la terre. On y a retrouvé un important dépôt votif, mais aussi des squelettes humains. C'est splendide, c'est vraiment splendide. Et le squelette alors? Et le squelette? Alors voici le squelette de l'enfant dont nous parlions tout à l'heure. Il vient d'une autre zone de sépulture infantile, la zone sacrée ou la zone alpha. C'est vraiment un très jeune enfant. C'est vraiment un bébé. On voit les ossements des membres, les côtes, les vertèbres et le crâne. On voit bien la formation vasculaire ici. 1, 2, 3 cavités et les gros vaisseaux qui y arrivent. Ça, c'est ce qu'on appelle un anévrisme. Ça gonflait, et ça, on sait que ça peut causer des épilepsies, des convulsions. Et c'est parce que cet enfant était porteur de l'épilepsie, donc le messager des dieux, qu'il a été enterré ici, au milieu des dieux? Oui, en fait, étant considéré comme un intermédiaire entre la divinité et la communauté des hommes, il est probable que cet enfant ait eu, disons, l'honneur d'être enterré dans cette zone sacrée particulière, la zone alpha. En effet, par certains aspects, il était vu comme un monstrum. On était donc prudent. Un monstrum. Oui, exactement, un monstre. Le monstre, à l'époque, c'est pas l'individu monstrueux, c'est ce que les dieux montrent aux humains. C'est l'émanation des dieux, le langage des dieux. Un dieu fait homme, un dieu parlant par les hommes. Exactement. Les scientifiques ont pu établir que des hommes ont été inhumés dans la zone sacrée. Une circonstance rarement observée en archéologie, peut-être au caractère expiatoire. Au même endroit, on sacrifiait des animaux. Le sang des bêtes s'écoulait par une rigole dans une cavité artificielle, le mundus, une fosse circulaire permettant la communication avec les divinités souterraines. Donc ça, c'est le monde des morts, peut-être. À cette époque, la science ne s'est pas encore bien tranchée entre plusieurs hypothèses. Elle ne sait pas dire c'est ainsi ou c'est comme ça. Nous n'avons pas d'éléments pour pencher vers telle ou telle hypothèse parmi les 4, 5, 6 ou multiples hypothèses sur la fonction que pourrait avoir une structure de ce genre. On sent bien qu'on est dans une atmosphère un petit peu particulière. Il fait très chaud dehors, là c'est humide, c'est froid, on marche dans la glaise, c'est presque comme si on était déjà sur le sol des enfers. La cavité naturelle servait à communiquer avec la divinité vénérée à cet endroit. Une divinité qui présidait au cycle de la vie, qui régissait la nature et probablement les saisons. Une divinité donc fortement liée à la terre. Tout ce qu'on appelle la discipline étrusque, c'est-à-dire tout le patrimoine religieux étrusque, est transmis par la terre. Toute la connaissance. Oui, toute la connaissance. Et la connaissance n'est pas seulement religieuse, mais aussi scientifique. C'est la doctrine sur laquelle travaillent les prêtres étrusques et dont ils sont, disons, les experts, à savoir les augures. Cette connaissance divinatoire est en partie consignée dans cette représentation en bronze d'un foie.
On faisait appel à la divination par l'intermédiaire de devins très spécialisés, les aruspices. Le rituel décrit par les Romains était composé de suppliques, prières, invocations, processions. De ces interprétations dépendait par exemple la fondation d'une cité ou une campagne militaire. Tarquinia garde son unicité, mais en même temps, toutes les informations que nous pouvons retirer des fouilles archéologiques mettent en évidence une ouverture à la culture méditerranéenne. C'est une société très ouverte. On reste posé, d'où vient ce peuple unique sur le pourtour de la Méditerranée? Sont-ils originaires de la péninsule italienne? Descendants des fameux Villanoviens, ce peuple du néolithique et l'actuelle Toscane? Ou viennent-ils d'un autre pays, apportant leurs connaissances, leurs croyances? Pour l'historien grec Hérodote, l'aristocratie étrusque viendrait de Lydie, une province d'Asie mineure dans l'actuelle Turquie, ayant trouvé refuge en Italie. David Caramelli a dirigé cette recherche. David, vous êtes paléogénéticien. Est-il ou difficile d'extraire de l'ADN de squelettes étrusques qui ont plusieurs milliers d'années? L'étude publiée l'année dernière est une étude très intéressante pour deux raisons. La première, c'est que nous sommes partis d'échantillons prélevés directement. Donc sans contamination a priori. Sans contamination, tout à fait, prélevés directement. Et nous avons utilisé des techniques de nouvelle génération, New Generation Sequencing, pour analyser l'ADN. Le problème est qu'à ce jour, nous n'avons analysé qu'une petite partie de la mitochondrie. Mais grâce à la pertinence de l'analyse statistique, ces analyses nous ont dit des choses beaucoup plus intéressantes que celles que nous avions obtenues précédemment. En effet, les nouvelles données ne nous permettent pas de soutenir l'idée d'une origine orientale de la population étrusque. En revanche, ce qui est intéressant, c'est ce que nous avons pu observer dans de petites localités toscanes, une continuité génétique entre la population étrusque et les habitants actuels. Donc ce qui veut dire que le pool génétique des Étrusques n'a pas entièrement disparu. C'est cela, il n'a pas disparu. Je ne parlerai pas de génome au sens global, car nous n'avons fait qu'une partie de l'ADN mitochondrial. Mais nous avons observé que le génome mitochondrial des Étrusques se retrouve dans la population du Casentino, qui est une région proche d'Arezzo, dans la Toscane septentrionale, et de Volterra. D'ailleurs, les habitants du Casentino de Volterra en sont très heureux. Mais du coup, physiquement, à quoi ressemblent les Étrusques? Vous et moi, ou ils ont des traits physiques particuliers? C'est difficile à dire. Sur le plan phénotypique? Sur le plan phénotypique, c'est très difficile à estimer. Je suis en train de travailler avec un collègue, Johannes Krause, de l'université de Tübingen en Allemagne, et d'autres collègues américains. Nous sommes en train de séquencer le génome complet des Étrusques. Alors, en allant analyser leur génome complet, nous pourrions aussi récupérer ces informations de type phénotypique. Par exemple, la couleur des cheveux, la couleur des yeux, de la peau, etc. Et vous, vous avez testé votre ADN? Est-ce que vous êtes d'origine étrusque? Non, malheureusement. Je ne suis pas d'origine étrusque, parce que je n'habite ni dans le Casentino, ni à Volterra. D'accord. Étrusque d'adoption. C'est ça, exactement. Le peuple étrusque est donc certainement issu d'une civilisation autochtone, qui s'est enrichie au gré des contacts entretenus grâce au commerce avec les Grecs, les Phéniciens ou les Carthaginois. Une civilisation ouverte sur... En témoignent les villes antiques côtières de Tarquinia ou de Cerveteri, qui ont pensé à leur flotte de bateaux commerciaux et militaires.
Le port de Cerveteri est aujourd'hui sur la commune de San Severa. Il ne reste pratiquement plus aucune trace d'activité maritime. Seules les fondations d'un sanctuaire important rappellent la présence des étrusques. Il est très important parce que c'est le seul sanctuaire qui se déroule le long du bord de la mer, roule sur un fond de presque 200 mètres. Les archéologues y ont découvert un véritable trésor. Des lamelles d'or gravées relatent en étrusque et en phénicien la consécration du temple à la déesse Astarté, équivalent de la divinité étrusque Uni. C'était une région tout à fait unitaire, du point de vue politique et du point de vue culturel. Et donc c'était la région la mieux organisée, soit du point de vue de l'évolution artisanale et des structures de la vie sociale, soit du point de vue des relations de commerce avec les peuples étrangers. L'Étrurie qui maîtrise les commerces avec le port de Pyrgi vient de jouer un rôle très important dans l'histoire de l'Étrurie, parce que c'était le premier véritable port du territoire de l'Étrurie. Et alors que Cerveteri va concentrer son intérêt à l'égard de Pyrgi. Et depuis cette date, Cerveteri bâtit une longue, presque 13 km, qui est une ligne tout à fait droite. La vie avec son port. Maria Paola, les Étrusques sont une grande puissance maritime. Cet empire, il s'étend jusqu'où? Il n'y a pas de limite en ce qui concerne l'exploitation des mers, puisqu'on a trouvé des tas d'amphores étrusques qui contenaient dans leur intérieur du vin. Et que les Étrusques ont exporté leur vin envers les côtes de la Gaule. Et de la Gaule, ils remontaient la vallée du Rhône. À son apeurie était une thalassocratie, une puissance politique fondée principalement sur la domination de la mer. Elle était organisée autour de 12 cités-États, une dodécapole. Ces villes étaient en compétition pour l'expansion de leur territoire, pour le commerce. Seule la religion liait les oligarques, ces maîtres qui dirigeaient les cités. Qu'est-ce qui a causé la perte ou la fin des Étrusques? Est-ce qu'ils ont disparu? Est-ce qu'ils se sont mêlés aux Romains, par exemple? J'aimerais mieux les absorber. Assimiler, si vous voulez, par les Romains, puisque le latin devenait la langue officielle, dont les trucs ne déployaient plus dans, je sais pas, les actes publics ou n'importe, dans la politique, dans la vie sociale et tout ça. Mais pourtant, nous essayons, grâce aux monuments et aussi grâce aux sources historiques, en lisant les événements de l'Italie ancienne, les sources historiques, et en réfléchissant sur l'histoire de l'Étrurie. Ce sont probablement les dissensions et le manque de solidarité des États qui a permis aux Romains de dominer l'Étrurie sans difficulté, pour finir par totalement l'absorber. Les Étrusques ont beaucoup influencé la civilisation romaine, tant au niveau politique qu'artistique, médical ou encore religieux. Ultimes représentants de la culture étrusque, les Aruspices ont finalement mis leur art divinatoire au service des Romains. Dans un instant, nous vous remettrons un billet de train. Bon, j'ai oublié. Bref, dans un sur tout le monde. Ce soir, première enquête. On est submergé par un flot d'informations et on passe à côté de l'essentiel. La surveillance, une arme contre le terrorisme ou un business faramineux. Seconde enquête sur les fausses nouvelles et théories du complot qui prolifèrent sur le net et les réseaux sociaux. Comment sont-elles fabriquées et par qui? L'investigation sans concession, Théma, ce soir à 20h50 sur Arte. On est où? Qu'est-ce que je fous là?